Kanaki, la lutte, prise de recul et perspectives en direct et en vivant des locaux de Radio Campus Clermont-Ferrand, 22 impasse Bonabo sur le 93.3 FM, sur campus-clermont.net, sur YouTube, Radio Campus et sur tous les réseaux sociaux. Toujours avec nos intervenants à la table, Benoît Trépied, Frédéric Mouliava, Kouanene Wea, Céleste aussi avec moi et en distanciel, en direct depuis Gossana, Yahi, Kanaki et oui, Hamid Mokadem pour attaquer cette deuxième sous-thématique. Mai 2024, vous venez d'entendre des instants de barrage en direct de Bourail Nord, pardon. Et donc, c'est parti pour ce deuxième temps de discussion et d'échange avec nos invités et avec vous aussi dans le public. Je laisse Céleste prendre la suite. Mai 2024, on y est. Kanaki, la lutte, prise de recul et perspective. Benoît Trépied. Oui. La réforme du dégel du corps électoral a été l'étincelle, entre guillemets, qui a embrasé le caillou. Est-ce qu'on peut revenir sur ce corps électoral? Pourquoi est-il si controversé? Alors la question du corps électoral, c'est un petit peu en écho à ce que j'ai dit avant. C'est un des dispositifs clés de la décolonisation parce que le corps électoral en Nouvelle-Calédonie pour les élections provinciales spécifiquement, qui définissent la composition du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, duquel découle le gouvernement local. Ces élections provinciales, elles sont réservées aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie. Et les citoyens de la Nouvelle-Calédonie, c'est une catégorie qui a été créée par l'accord de Nouméa pour construire la décolonisation dans ce faire pays, ce vivre ensemble dont on a parlé précédemment, où le peuple kanak et les gens qui sont là depuis longtemps se rassemblent dans une dynamique citoyenne commune. Et en fait, je l'ai dit aussi tout à l'heure, la confrontation politique fondamentale qui a amené aux violences, c'est cette opposition de légitimité entre le fait que le peuple kanak était le peuple colonisé et au départ le seul habilité à se prononcer sur l'autodétermination, contre la logique de l'État français, un homme égale une voix. Et c'est pour ça qu'on a avancé peu à peu, très difficilement, sur des compromis. Et le compromis, ça a été de dire on ouvre le droit à l'autodétermination, on ouvre le périmètre de ce pays, non seulement aux Kanaks, mais aussi à certains non-Kanaks. La question, c'est lesquels ? Et jusqu'à quel point les gens qui viennent s'installer en Nouvelle-Calédonie, à quel moment et dans quelles conditions ils deviennent des gens de ce pays. Donc on l'a dit, pendant la période des événements, c'était cette fameuse idée de victime de l'histoire ou des gens qui sont arrivés au fil de l'histoire coloniale. Et d'ailleurs, en 83, les leaders indépendantistes avaient dit on partagera ceux qui pourront voter avec nous, ce seront les gens nés sur place, d'un parent né sur place. Donc il y avait l'idée d'un double droit du sol. Et puis finalement, au fil des négociations, des affrontements, il y a eu ce corps électoral a été beaucoup plus ouvert. En 88 d'abord au moment des accords de Matignon et puis enfin finalement en 1998 au moment de l'accord de Nouméa, il a été décidé que tous les gens qui seraient citoyens de la Nouvelle-Calédonie, tous les gens qui formeraient pays, qui feraient pays avec le peuple kanak, ce seraient tous les citoyens français installés en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1998 et justifiant de 10 années de résidence. Autrement dit, si vous êtes arrivé en 1994, vous devenez citoyen calédonien à partir de 2004. Mais la limite a été fixée à l'année 1998. Donc si vous arrivez dans ce pays après 1998, c'est-à-dire après le début du déclenchement officiel de la décolonisation de l'accord de Nouméa, vous n'êtes pas censé ignorer que vous arrivez dans un pays qui est en train de se décoloniser. Et vous arrivez dans un pays qui tente de surmonter le contentieux colonial entre les anciens colons et les anciens colonisés par cette citoyenneté. Mais vous ne faites pas partie de cette histoire. Ça, c'est le compromis fondamental de l'accord de Nouméa. On est arrivé au terme de l'accord de Nouméa, il y a eu le gros problème des référendums dont on a parlé et on pourra y revenir, mais quoi qu'il en soit, ce corps électoral, ça forme le périmètre de la citoyenneté. Donc ça définit qui est concerné par le processus de décolonisation. Mais si vous ouvrez systématiquement ce corps électoral aux nouveaux arrivants, finalement, vous continuez potentiellement à minoriser le peuple kanak et puis vous n'arrivez pas à définir le périmètre de la citoyenneté. Donc comme la Calédonie tente de s'émanciper, l'enjeu c'est de construire le périmètre d'une citoyenneté. Voilà. Donc c'est pour ça que la question du corps électoral, elle a mis le feu aux poudres en mai, parce que d'une certaine façon, c'est pas seulement une question électorale. C'est surtout une question de citoyenneté, c'est surtout une question de qui
fait partie de ce pays et qui n'en fait pas partie. Et à quel titre on en fait partie. C'est un peu ça l'enjeu. Merci Benoît. Retour sur mai 2024 notamment et puis aussi les conséquences. On a la chance d'avoir M. Hamid Mokadem en direct de Gossana en Kanaki. Il a écrit Chronique de Kanaki, hein, un journal quotidien qu'il a essayé de tenir à jour depuis juillet jusqu'au mois d'août, enfin mai jusqu'au mois d'août. Hamid, si vous nous entendez, bonsoir déjà. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais... Oui, on vous entend bien. Est-ce que vous qui étiez aussi, on a Madame Frédérique Mouliava aussi qui est à la table avec nous, est-ce que dans vos chroniques justement, et pour le public ici, les auditeurs, les auditrices et les téléspectateurs, téléspectatrices qui ne l'ont pas lu, vous pouvez nous raconter ce livre justement, mais ces chroniques que vous avez tenues, et puis vous, le point de vue de l'intérieur, de l'intellectuel que vous êtes, engagé en Kanaki. Je le rappelle, vous avez écrit plusieurs livres, on aura l'occasion d'en revenir là-dessus, sur des figures du mouvement indépendantiste. Mais les chroniques que vous avez sorties, ce journal que vous avez tenu, dans quel contexte, pourquoi vous l'avez fait et qu'est-ce que ça vous a appris? Ouais. Bon, les chroniques, ce n'est pas exactement un livre classique. J'étais amené, comme d'autres, à cette implication du mouvement de révolte qui touchait tout le monde, même les indifférents. Et donc, la Nouvelle-Calédonie a été projetée devant des scènes médiatiques et on a été abreuvé d'un martelage médiatique et de mots d'ordre, de propagande, au tel point que je me demandais, mais de qui parlait-on là? Donc, au jour le jour, j'ai tenu des chroniques qui ont été diffusées par un éditeur indépendant sur le blog de Mediapart, pour essayer de déconstruire toute cette information et de tenir au plus près du réel ce qui était en train de se passer. Et donc, du 14 mai jusqu'à juillet 2024, j'ai tenu des chroniques pour essayer d'informer de manière la plus objective et critique ce qui était en train de se jouer, se passer. Par ailleurs, je tiens à préciser que c'est hasard ou déterminisme ou pas. Depuis 4 ans, j'ai travaillé sur la trajectoire de Jubilee Wea, qui a commis le double crime politique contre Jean-Marie Djibaou et Yewene Yewene. Et ce livre est paru en plein contexte des révoltes logiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici à Gossana, pour essayer demain de participer aux commémorations et en même temps de parler de ce livre. C'est important parce que on se focalise beaucoup sur Djibaou, Yewene Yewene, mais jamais aucun travail n'a été fait sur les raisons de décision de ce crime politique de Jubilee Wea, qui a été contre les accords de Matignon-Oudinot, et qui a une conception de la souveraineté ou de l'accession de la souveraineté kanaki qui explique ces divergences dont, je précise, nous ne sommes pas encore sortis aujourd'hui. Bon, maintenant, pour répondre avec précision sur les chroniques, je suis assez d'accord avec l'analyse et je la partage du collègue Benoît Trépied. À la différence que... Comment expliquer ça? Je pense que effectivement la polémique autour du corps électoral, qui est récurrente à chaque fois que vous voyez des conflits qui ont scandé la Nouvelle-Calédonie et la Kanaki, c'est autour du corps électoral. Mais je pense que c'est un déclencheur, que ce qui s'est produit, c'est un mouvement beaucoup plus de fond. À savoir que, bien sûr, la CCAT était l'organisatrice du mouvement pacifiste contre le coup de force de l'État de Macron au sujet du corps électoral.
Je pense que derrière ça, il y avait un mouvement de fond qui serait assez difficile à décrire puisque ça demanderait un peu plus de temps et que très peu d'analystes se sont occupés de ça. À savoir que depuis les accords de Matignon-Dino, relayés par l'accord de Nouméa, il y a, pour reprendre les termes de Marx, il y a une expansion du capitalisme mondialisé avec des modèles économiques qui profitent à une certaine minorité et qui ont mis en la marge des populations, dont les jeunes populations kanaks urbanisées. C'est-à-dire que ce qui s'est développé, pour être simple, depuis 1998, ce sont des banques, des McDonald's, des caves à vin, des zones industrielles, où ce festin, ces richesses ont attiré pas mal de populations qui venaient, pour reprendre l'expression de Djibaou, se faire du fric au soleil, et qui ont marginalisé les jeunes populations, qui sont nées, pour certaines, bien après l'accord de Nouméa, et qui ont grandi là-dedans, et qui ont vu, en fin de compte, des richesses dans lesquelles ils étaient exclus. Donc les mouvements pacifistes qui ont démarré contre le corps électoral ont mobilisé beaucoup de jeunes populations kanaks urbanisées. Et suite aux provocations qui ont été faites le 13 mai par la politique répressive de Lefranc qui vient de partir, là, le commissaire de la République qui vient de sortir, qui est parti, s'est déclenché un mouvement insurrectionnel qui a surpris tout le monde, y compris la société qui a été dépassée. Et comme j'étais, moi, dans les quartiers sensibles, j'habite dans les quartiers mixtes, j'étais obligé d'être sur les barrages avec des anciens kanaks qui ont une responsabilité pour essayer de modérer une partie de la jeunesse qui voulait brûler le collège de Normandie, les magasins, et donc c'était de structurer un petit peu l'action. Donc c'est sur ce terrain-là que j'ai écrit ces chroniques. Voilà, c'est pour cadrer un peu. Hein. Olé, Céleste. Merci beaucoup, Hamid. Vous parlez d'expansion du capitalisme mondialisé. Justement, on avait prévu une question parce que on qualifie, en tout cas, on nomme le dégel du corps électoral comme l'étincelle. Mais on pourrait aussi utiliser la métaphore de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On se questionne justement sur cette eau, d'où elle vient. Autrement dit, quels autres facteurs faut-il prendre en compte, Benoît Trépied, pour mieux comprendre comment on en est arrivé à une telle crise en 2024 ? Ça s'inscrit directement dans ce que vient de dire Hamid, c'est-à-dire que certes, il y a ce nœud politique très fort autour du corps électoral, mais ça a été une étincelle qui a pris sur un terreau qui demandait qu'à s'enflammer et qui était lié au creusement des inégalités, à la reproduction des inégalités, au creusement des discriminations, qui se sont en particulier concentrées à Nouméa. Alors on a la Kanaki-Nouvelle-Calédonie est le seul territoire de la République où on est autorisé à faire des statistiques ethniques pour des histoires complexes, ce qui permet de mesurer concrètement, par ethnie, la question des inégalités et des discriminations. Or, quand on regarde ça de près, on constate que les inégalités sociales, elles sont géantes entre, schématiquement, les Kanaks et les Océaniens dans la région de Nouméa et puis les Européens, donc ceux qui ont coché la case européen ou blanc, dans le recensement. Donc, à titre d'exemple, j'ai mis dans mon livre toutes les statistiques qui nous permettent d'attester de ça. Donc le revenu médian moyen des Kanaks, il est 2 fois plus petit que celui des non-Kanaks. Les Kanaks, qui représentent 41% de la population en Nouvelle-Calédonie, mais ils représentent 71% des gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Les écarts scolaires sont immenses.
Il y a à Nouméa de nombreux quartiers d'habitat spontané où les gens vivent dans des conditions parfois extrêmement précaires, qu'on appelle des squats. On sait que dans ces squats, il n'y a que des Kanaks et des Océaniens. Il n'y a pas d'Européens. Encore un autre exemple, en Calédonie, pour ceux qui connaissent, hein, évidemment, c'est le pays de la bagnole, et en particulier le pays du gros pick-up. Et donc, eh bien, on a 9 Européens sur 10 qui ont une voiture personnelle, les 3/4 de Wallisiens, mais seulement la moitié des Kanaks. C'est-à-dire que la moitié des Kanaks utilisent les transports en commun, qui sont de très piètre qualité dans le Grand Nouméa, et qui, depuis les émeutes d'ailleurs, ont le record où il y a le ticket de bus le plus cher du monde, désormais. Hein. Voilà. Donc, il y a plein de statistiques qui soulignent ça. Il en est de même de la discrimination dans l'espace. Il y a eu donc des études faites par les collègues de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et de Paris Est qui ont montré qu'il y a des discriminations systématiques au niveau des logements, et que par exemple un Kanak fonctionnaire a moins de chances d'avoir un logement qu'un Européen non fonctionnaire, alors même que quand tu es fonctionnaire, tu as des garanties financières, etc., etc., etc. Donc ça, c'est les traces statistiques du phénomène dont parlait Hamid, c'est-à-dire de cette marginalisation croissante qui est liée au fait que les accords ont aussi permis à certains, et notamment en particulier en province sud et en particulier à Nouméa, de retourner à business as usual. Or, on sait qu'en Calédonie, il y a une économie de comptoir structurellement qui s'était construite comme ça, qu'il y a une immense collusion entre les milieux d'affaires et les milieux politiques loyalistes, et que finalement, le retour de la paix a aussi permis à ce système de se perpétuer, non plus à l'échelle globale du territoire, mais désormais seulement de la province sud et de Nouméa. Mais comme en parallèle de ça, la population kanak à Nouméa n'a fait que croître, eh ben, c'est peu à peu devenu une cocotte minute sociale. Et à certains égards, l'embrasement qui a eu lieu ressemble aussi à l'embrasement que peuvent connaître des lieux de très grande précarité sociale dans l'Hexagone ou aux Antilles avec la vie chère, etc. Voilà. Comment on peut aussi apporter cet éclairage du point de vue des militants politiques? Frédéric, vous y étiez, et puis Kouadenewea, vous étiez ici en France. Quel regard, et puis surtout, comment vous l'interprétez, mai 2024? Comment on l'interprète de mai 2024 ? Je rejoins ce qui a été dit par Hamid. D'ailleurs, je voudrais saluer Hamid parce que c'était mon formateur à l'Institut de formation des maîtres. Effectivement, lorsque on parlait tout à l'heure du corps électoral, Benoît en a parlé, la question du corps électoral, c'est la mère des batailles depuis le début de la colonisation. Et ça, c'est important de le redire, parce que lorsque l'État a tenté de passer en force ce texte pour dégeler le corps électoral, c'est là que les choses, elles se sont crispées. Donc nous, au niveau des indépendantistes, nous avons décidé d'organiser ces mobilisations pacifiques sur le terrain, donc pour sensibiliser la population, pour alerter sur ce risque de colonisation, de peuplement. Donc ces mobilisations, elles se sont déroulées durant de longs mois, durant 8 mois. Et ça, je rebondis sur ce qu'Hamid disait tout à l'heure par rapport aux discriminations et à la marginalisation, parce que finalement, en plus d'alerter sur le risque d'une énième colonisation de peuplement, il y a également ces éléments-là qui ont été mis en exergue durant ces mobilisations. Donc cette marginalisation du Kanak et des Océaniens, et puis les discriminations à leur égard. Donc mai 2024, c'est avant tout une révolte politique contre le dégel du corps électoral. Puis c'est aussi un soulèvement populaire pour dire que ce système de domination coloniale n'avait que trop duré, en fait. Voilà mon sentiment par rapport à cela. Juste pour rebondir, vous parlez d'un soulèvement populaire. Est-ce qu'on peut aussi dire, parce qu'on peut entendre sur les réseaux, dans les médias, un soulèvement contre le dégel du corps électoral? Est-ce qu'on pourrait plutôt parler de soulèvement, de révolte contre l'héritage colonial dont on parlait déjà en première partie, du coup? Est-ce que ce serait plus correct? Benoît Trépied. De toute façon... Et la question du corps électoral, donc strictement politique électorale, mais également
la question des inégalités et des discriminations, elles s'inscrivent dans un héritage colonial en Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est indéniable. Si vous prenez par exemple les inégalités scolaires, hein, on sait qu'il y a d'immenses écarts de réussite scolaire entre les Kanaks et les non-Kanaks. Ça s'inscrit dans une histoire, on en a parlé dans la première partie, il y avait une école indigène réservée aux Kanaks qui ne permettait aucun accès aux études supérieures, et donc le premier bachelier kanak, il a obtenu son bac en 1962. Donc c'est extrêmement tardif, et ça dit quelque chose du rattrapage. Et donc les questions de scolaire, les questions de formation, les questions de rapport à l'emploi, etc., sont toutes inscrites dans cet héritage. Après, la qualification de ce qui s'est passé à partir de mai 2024, il n'y a pas de consensus dessus, et à mon avis, il va falloir beaucoup de temps pour savoir vraiment... Enfin, il faut avoir beaucoup plus d'éléments et continuer à faire des enquêtes à ce sujet pour savoir ce qui s'est passé. Donc, parce que ceux qui disent qu'il y a eu des exactions ou des émeutes, c'est un terme qui stigmatise ce qui s'est passé. Ceux qui disent qu'il y a eu une insurrection, une révolte, un combat, évidemment, on ne place pas du tout le curseur politique au même endroit. Donc je pense que le débat en tant que tel sur les mots est intéressant. Moi, c'est pour ça qu'à minima, mais c'est provisoire, je dis bon, soulèvement, explosion, parce que j'ai du mal à qualifier véritablement ce qui s'est passé, et parce qu'il y a eu l'articulation d'une crise sociale et d'une crise politique, et que c'est difficile de savoir ce qu'il en était, quoi. Donc je n'ai pas la prétention là de régler cette question. Merci Benoît. Pour précision aussi, le haut-commissaire sortant, hein, celui qui a signé l'interdiction de manifestation du 1er mai en toute illégalité parce qu'il n'avait plus fondé de pouvoir, l'a dit sur RRB, hein, qu'il reconnaît que c'était aussi une insurrection. On parle de violence, hein, de scènes de violence qui ont duré des mois. Hamid Mokadem, quelles ont été ces violences et où est-ce qu'elles se sont manifestées ? Les protagonistes, qui sont-ils, directs et indirects? Et qu'est-ce que ces violences peuvent révéler de notre société en Kanaki, Nouvelle-Calédonie? Déjà, moi qui étais dans le vague du cyclone, qui est une expérience assez unique et singulière d'être au cœur même de l'histoire, je n'ai aucune hésitation à mettre des mots sur ce qui s'est passé. C'est une révolte à laquelle je la dissocierai quand même de ce qui va se passer à Papeete ou dans les banlieues de Lyon ou de Marseille ou ailleurs. Je pense, et c'est ce qui m'a surpris, qui m'a donné une forme de vertige dans ce qui s'est passé, c'est que les tout jeunes qui étaient dans le mouvement et qui ont improviser les coordonnées, les actions le soir du 13 mai. Je ne sais pas si on m'entend là. Oui, on vous entend, oui. Ouais, les tout jeunes qui se sont manifestés, à leur niveau, en dehors des cadres des partis qui se sont un peu bureaucratisés, kanak indépendantistes, à leur niveau, ils ont agi et ils ont œuvré. Avec leurs mots à eux, avec leur façon de faire à eux, il me semble, c'est l'hypothèse que je défends et que je soutiens en étant sur le terrain et en étant encore dans ces faux semblants de mouvements de construction, de reconstruction, il me semble que ces jeunes-là recouvrent l'idée de souveraineté qui était sous-jacente, qui est encore sous-jacente au mouvement nationaliste de la Kanaki. Ces jeunes, pour certains, il faudrait faire des études là effectivement chirurgicales et détaillées, qui étaient impossibles de faire sur le coup, mais qui sera peut-être possible de faire après coup. La plupart sont, pas tous, déscolarisés, et ils ont appris depuis ce processus des accords de l'accord de Nouméa, une forme de ce que la juridiction européenne appelle la délinquance. Mais méfiez-vous, hein, là c'est le philosophe qui parle et qui donne raison à Michel Foucault. Délinquance, malade mentale, c'est les productions des savoirs institués qui sont corrélatifs à des pouvoirs. La prison produit de la délinquance, les hôpitaux psychiatriques produisent des malades mentaux,
Et à partir de ces constitutions de catégories, on va mettre en forme des actions répressives. Alors, effectivement, il y a pas mal de petits jeunes qui ont appris un art de la délinquance, le homejacking, etc., etc. Et ce qui était formidable le soir du 13 au 14 mai, suite aux provocations qui ont été faites de toutes pièces par le haut-commissaire de la République dans les médias et ensuite sur le terrain, qui stigmatisaient les quartiers comme Saint-Louis, Montravel, ils se sont tous fait dépasser parce qu'il y a eu une synergie des explosions de manifestations sur l'ensemble de Nouméa, excepté les quartiers sud qui étaient barricadés, qui étaient protégés. Donc, il me semble que ce qui s'est produit, on ne peut pas les réduire à des cas d'émeutes. C'était, à mon avis, un petit peu plus virulent et puissant que ça. Et le sentiment de surprise a été le même lors des résultats du premier et du deuxième référendum, où on avait sous-estimé la capacité d'une catégorie de population de la jeunesse d'aller voter et d'aller s'exprimer pour le oui. Et à mon avis, si le troisième référendum a été bloqué, c'est que l'État savait pertinemment que le oui allait l'emporter. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail chirurgical parce qu'il y a une partie de responsabilité aussi d'un parti politique qui est l'Union calédonienne, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, ça serait trop compliqué. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, à mon avis, les jeunes qui se sont manifestés, la catégorie des jeunes, là, c'est tout sauf des émeutes. On retrouve, et c'est ça qui est surprenant, un mouvement de fond qui n'a pas été comptabilisé par les experts, j'entends par experts aussi bien les hommes des médias que la classe politique professionnelle, à savoir que ces jeunes étaient capables de recouvrer, alors qu'ils ont une inculture de l'histoire, ils ne savent pas qui est Djoubeli Wea, ils ne connaissent pas très bien Jean-Marie Tjibaou, ils ne connaissent pas la mémoire collective orale, mais ils n'ont pas été acteurs des années 80 et 90, eh bien, ils recouvrent un petit peu ce mouvement de fond qui a été marginalisé. Et c'est là où moi je me dissocie de tous les experts. Parce que tout le monde fait l'éloge de l'accord de Nouméa. Pour moi, l'accord de Nouméa a été un coup de force qu'on appelle compromis. À savoir que, contrairement à ce qui a été dit et fait, jamais la citoyenneté n'a été au cœur du dispositif politique de l'accord de Nouméa, ni non plus celle de la souveraineté. Et Frédéric Mouliava parlait de l'Institut de formation des maîtres. J'ai été avant professeur au centre de formation de Tours, qui a été créé suite aux accords de Matignon-Oudinot. Tous les modèles qui marchaient, qui étaient ajustés à la taille du pays, tous ont été déconstruits et démolis au profit d'une forme exponentielle de transport de modèles qui viennent de la France hexagonale. Par exemple, et Frédéric Mouliava ne pourra pas me contredire là-dessus, l'IFM qui marchait très bien a été détruite aux dépens d'une SP qui ne fonctionne pas du tout en France, et après qui a été les IUFM, etc. Ça, c'est le modèle éducatif, il faut répondre à tous les niveaux, les modèles économiques qui auraient pu être ajustés à la taille démographique, à la civilité, culture des rapports sociaux Kanak et Caldoche, ont été systématiquement marginalisés au profit de macro-modèles économiques qui font le jeu d'une certaine petite portion d'individus qui n'en ont rien à faire de la Nouvelle-Calédonie. Vous prenez l'exemple du nickel, vous prenez l'exemple de tous les modèles économiques,
Ils ont tous été sapés. Et croyez-moi que les petits jeunes qui voyaient des richesses se développer, ils ne sont pas gênés pour démolir tous ces modèles dans lesquels ils ne se reconnaissent pas. Moi, j'habite à côté d'une zone industrielle qui est Normandie. Les patrons qui détiennent ces entreprises n'habitent pas sur place. Leur villa est situé dans le quartier sud et leurs entreprises sont situées dans ces quartiers entre guillemets nord. Et croyez-moi que je ne pense pas que ce soit des gestes complètement irrationnels. Bien sûr qu'il y a une violence qui est irrationnelle, mais ce n'est pas un hasard si ces modèles ont été détruits. Et le pire, c'est qu'en ce moment, on parle de reconstruire. Les premiers concernés qui devraient être impliqués, c'est-à-dire ces populations qui ont été marginalisées, sont mises de côté et on est en train de reconstruire les mêmes modèles qui ont fait faillite en Nouvelle-Calédonie. Et encore pire, on nous fait l'éloge de Manuel Valls. Bon, c'est le moins pire de ceux qui sont arrivés. Alors qu'effectivement, après l'autre titre qui est ministre de la Défense, quoi, le cornu, ensuite Darmanin, bon, arrivent les vieilles, excusez-moi, casseroles socialistes, qui sont les moins pires. Mais il n'empêche que quand vous regardez au fond du fond, Manuel Valls, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à faire passer une dette de 200 milliards de francs CFA, alors que ça aurait très bien pu, pour reconstruire soi-disant l'économie, être une subvention d'aide à la solidarité sur le territoire national, parce que jusqu'à preuve du contraire, la Nouvelle-Calédonie fait encore partie de la France. Mais non, on a mis une dette. Et je vous rappelle que le franc, le haut-commissaire actuel, il a été envoyé en Nouvelle-Calédonie pour justement accentuer cette fiscalité qui est une forme de chantage politique. Je vais dire ça en termes plus simples. Plus vous créez de la dette, plus vous créez de la dépendance, qui est l'inverse de l'indépendance. Donc Manuel Valls réussit sans aucun risque à faire un crédit, et puis là, on est en train de palabrer sur un énième accord. Tout se passe comme si, en fin de compte, ce qui s'était passé en mai 2024 ne s'était pas produit. On reprend exactement les mêmes démarches, les mêmes méthodes. Alors, je comprends très bien les réticences à dire comment faut-il nommer ce qui s'est passé. Je comprends d'autant plus que le nominalisme, c'est très important. Mais moi qui étais dans l'œil du cyclone, je puis vous dire que les petits jeunes qui ont fait ce qu'ils ont fait, bien sûr, c'est pas bien, il ne faut pas bouler, il ne faut pas casser, mais je ne pense pas qu'il faille les prendre pour les demeurer. Il faut partir, en fin de compte, de ce mouvement historique de fond, seulement avec leur manière à eux, leur sensibilité, leur imaginaire, puisqu'ils ont été privés d'un rapport, non seulement à ce que vous appelez le legs colonial, c'est-à-dire la possibilité de profiter d'une formation ou d'une vie, tout simplement, mais ils ont été privés aussi d'avoir un jeu dans l'histoire nationale. Et ça a surpris tout le monde, et y compris moi-même. Et moi, j'ai été agréablement surpris. Mais je ne peux pas chanter sur les toits ici parce que je vais passer pour un terroriste. Merci, Hamid. Voilà. Merci pour ces précisions. Les jeunes dont vous parliez, les jeunes actuels, les jeunes de mai 2024, mais toujours parce qu'il y a des jeunes ici, vous l'avez dit, ils sont marginalisés, ils ne sont pas au centre des discussions. Vous l'avez dit aussi dernièrement en interview, dans plusieurs médias, notamment français, parce qu'on ne les écoute pas. Ils se sont, comme vous l'avez dit, ils se sont révélés. Comment peut-on essayer de les comprendre, ces jeunes-là? Ou en tout cas, la méthode ou la démarche, l'esprit, pour qu'ils soient acteurs aussi, puisque nous sommes dans ce virage politique.
À qui s'adresse la question? À vous. Ah, à moi. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est d'une part aux jeunes, parce que les médias locaux, je parle des médias locaux, on voit des gens passer à la télévision, à la radio, qui parlent à la place des jeunes. Moi, je ne vais pas faire comme eux, parler à leur place. Alors, puisque Benoît Trépied est anthropologue, il faudrait faire le même travail qu'avait fait Pierre Bourdieu dans ce gros volume qui est « La France parle, la misère du monde », qui a eu un succès énorme. Il faudrait faire ce même travail pour pouvoir écouter ceux qu'on appelle les jeunes. Il faudrait d'abord faire des entretiens, les questionner et leur donner la possibilité de s'exprimer. Ce qui est difficile. Merci, je vais vous Hamid. dire pourquoi c'est difficile. Non, attends, vous me remercier. Je vais vous dire pourquoi c'est difficile. Quand j'étais sur le barrage de Petite Normandie, c'était conflictuel entre les jeunes et les anciens. Parce que les anciens voulaient dire c'est pas comme ça qu'on fait une action. Et eux, les jeunes, voulaient en découdre. Et au fur et à mesure des discussions qu'on avait tous les jours, parce qu'il y a des points positifs dans ces insurrections, dans ces révoltes, c'est la production du rapport social. Petit à petit, les jeunes arrivaient à discuter avec les anciens. Parce qu'il faudrait plus de temps qu'une simple émission radiophonique pour vous décrire ce qui s'est passé. Les jeunes de Saint-Louis traversaient le Palétuvier jusqu'à la Petite Normandie et ils essayaient d'entraîner les jeunes de Petite Normandie dans des actions beaucoup plus radicales. Et les anciens qui habitent à Petite Normandie essayaient de calmer le jeu. À Petite Normandie, il y a eu des discussions au jour le jour pendant 2-3 mois, des échanges. Les jeunes ont fait un geste de coutume de pardon vis-à-vis des anciens. Si je vous décris tout ça, c'est pour vous montrer la difficulté qu'il y a à communiquer. Ce n'est pas impossible, mais ces difficultés doivent reprendre ce qu'ont inventé les civilisations kanaks et qui n'a pas du tout été respecté avec l'administration Macron. C'est l'art de la circulation de la parole. Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait cette circulation de la parole. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir insisté là-dessus. Merci, Hamid. Est-ce qu'on peut juste avoir le regard de Benoît Trépied sur les jeunes Kanaks urbains? J'ai le même point de vue qu'Hamid, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir leur donner la parole, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller les rencontrer, il faut pouvoir se mettre en position d'écoute. Et comment dire, c'est un vaste chantier de recherche, mais à mon avis, il est fondamental de savoir. De toute façon, en fait, il y a des témoignages épars en fonction de là où les gens étaient sur qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, il y a des choses qu'on sait, mais en fait, ça vaudrait le coup d'écrire une micro-histoire précise de ce qui s'est passé à partir du 13 mai et dans les jours qui ont suivi. Donc, et l'entreprise doit être très certainement collective, et des chercheurs, et des étudiants, et des journalistes, et des documentaristes. Donc, mais c'est ce que j'ai dit à un moment, je crois, au début, il va nous falloir du temps pour comprendre ce qui s'est joué, en fait. Comme à chaque événement historique, je veux dire, on fait encore aujourd'hui des bouquins sans cesse sur mai 68, on est X années, X décennies après, parce qu'en fait, il faut du temps. Et là, même la chronologie des faits à une échelle très micro-locale nécessite d'être établie. C'est d'ailleurs pour ça que, de fait, les chroniques qu'a publiées Hamid sont extrêmement précieuses, parce que c'était un des seuls qui a eu une plume ethnographique pour décrire ce qui se passait au jour le jour pendant ces séquences fatidiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, les événements de mai 2024 ont beaucoup fait couler de l'encre dans les médias. Benoît Trépied, quel regard vous portez sur la manière dont les médias ont fait la couverture de ces événements?
Alors ça c'est autant là on parlait de l'ethnographie fine des choses, de comment ça se passe dans le détail, autant les médias c'est pas la même affaire. Dans les faits, je pense que c'est une question compliquée puis difficile. Déjà, il faut sans doute, à mon sens, distinguer les médias locaux des médias nationaux et internationaux. Les médias locaux étaient sur place, ont une connaissance du pays fine, mais comme le pays est très clivé, en fait, il y a des médias locaux partisans. Il y a d'un côté une radio loyaliste et de l'autre côté une radio indépendantiste. Et sinon, les autres, notamment le service public ou même la chaîne Calédonia, ils marchent toujours sur des œufs en Calédonie. Toujours. Voilà. Là, dans le contexte de crispation des clivages, ils ont été taxés d'être indépendantistes par les loyalistes, loyalistes par les indépendantistes. Ils ont pris des balles des deux côtés. Je pense qu'eux-mêmes étaient profondément clivés en réalité, même entre journalistes, au sein de la salle de rédaction, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que l'institution médiatique ne soit pas traversée par le même clivage qui traverse la société calédonienne. Donc ça, je ne sais pas outre mesure comment ça s'est passé, mais à mon avis, la position a été très difficile. Ici, en France, et puis à l'international plus globalement, c'était très différent parce qu'en fait, il y avait une méconnaissance totale du dossier calédonien. C'est-à-dire que les événements des années 80, de 84-88, avaient amené une génération de journalistes à bien se pencher sur le dossier calédonien, à en connaître les subtilités. Et d'ailleurs, c'est la même chose dans la classe politique. Mais ça, c'était il y a plus de 30 ans. Et puis, il y a de nouvelles générations qui sont arrivées. Et à titre personnel, pour le coup, je peux témoigner du fait que les journalistes ne comprenaient rien à ce qui se passait en Calédonie quand ça a explosé. Conclusion, il y a eu les débats le 13 mai. Dans la nuit du 13 mai, Nouméa a commencé à prendre feu. Et dès le lendemain, 14, 15, 16, l'État, et en particulier Gérald Darmanin, a commencé à servir des éléments de langage qui ont été repris tels quels. Donc c'est des sauvages, on voit des trucs qui brûlent, évidemment, c'est des sauvageons, et puis c'est aussi l'Azerbaïdjan, la Russie, etc., des ingérences étrangères. Donc c'est de ce point de vue-là que Isabelle Merle, qu'on a eu au début, moi-même et quelques autres collègues, on est beaucoup intervenus pour essayer de remettre l'église au milieu du village, de réexpliquer qu'il y avait un contentieux colonial qui n'était pas réglé et que en fait c'était pas l'Azerbaïdjan qui a mis le feu aux poudres, c'était les députés à l'Assemblée nationale en votant une loi qui était décriée de partout, et alors même qu'on savait qu'il y avait une montée des tensions. Donc comment dire, je pense que ça a pu avoir un rôle, ces interventions qu'on a eues dans les médias, pour remettre un petit peu les choses en place. Et puis après, une actualité chasse l'autre. Donc dès lors qu'il y a eu la dissolution 9 juin, hop, on a pu entendre parler de la Calédonie quasiment ici en France. Voilà. Merci Benoît. La CCAT a été accusée d'actes terroristes. Il y a eu en plus des arrestations. Frédéric est ici, Madame Mouliava avec nous, qui est une des déportées politiques, parmi les 76 aujourd'hui qu'on compte en France, parce qu'il y a les déportés politiques stricto sensu et ceux de droit commun. Kwanenewa, vous, avec le mouvement Kanak en France, quel a été votre ressenti déjà par rapport à ces accusations et comment s'est organisé pour le coup la solidarité, puisque voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Sur notre ressenti, mais on s'attendait déjà à la décision, même si dans la journée de dimanche avant la prononciation du verdict des prisonniers, on se préparait déjà ici parce que dans l'histoire de la prise de position de la Kanakil aujourd'hui, la déportation a toujours été une alternative de l'État français pour tenter de faire taire et déshumaniser notre combat pour l'indépendance. On voit dans l'histoire des premiers grands chefs qui ont organisé les premières révoltes sur le grand chef Aman et tant d'autres, qui ont été déportés à Wallis-et-Futuna, et d'autres encore qui ont été déportés. On voit aussi sur l'histoire des années 80 avec la naissance de l'idéologie d'indépendance, avec les premiers événements qu'il y a eu.
L'événement d'Ouvéa 88, la finalité aussi de l'assaut, tous les prisonniers ont été déportés en France. Donc, pour nous, a été notre réaction c'est comme si le sentiment de revivre l'histoire. Donc, on se dit, on s'est lancé un communiqué avec le MKF pour dire comment faire face à cette politique de déportation et comment s'organiser ici en France. Donc, on a tenté de lancer un appel et on remercie tous les collectifs qui aujourd'hui, les collectifs Solidarité Kanaki qui sont présents dans 4 coins de la France, qui ont relayé le travail. Merci aussi aux jeunes de Clermont ici dans les alentours de pouvoir d'avoir réceptionné le message et agir dans le contexte, parce que vous avez pu accueillir ici et Frédéric ici avec la famille. Merci pour cette solidarité. Mais dans le fond aussi, par rapport à la question, c'est que pour nous, c'est important qu'on soit présent pour donner aussi, montrer aussi notre soutien à nos prisonniers. Mais pour revenir sur la question des prisonniers, de nos procès politiques et prisonniers de droit commun, pour nous, on dénonce justement, on continue à dénoncer cet acte de déportation parce qu'elle est pour nous une politique coloniale. Il y a la déportation, mais aussi les conditions de déportation, qui a été pour nous une déportation où l'humanité de personnes a été bafouée, n'a pas été respectée. Et c'est ce qu'on continue à le dénoncer, à faire valoir aussi ici en France les conditions qu'ont traversé nos prisonniers. Peut-être Frédéric dirait un petit mot tout à l'heure, mais aujourd'hui le travail continue à son élan. Comme disait Yabil tout à l'heure, il y a 7 déportés de responsables politiques de la société qui sont ici. Nos 2 moments ont été libérés, sous conditions ici en France. Il y a 5 encore dans les prisons. Et il y a une 60aine de prisonniers de droit commun aujourd'hui qui sont dans les prisons ici en France. Certains ont été... donc c'est aussi quelque chose que l'on dénonce aussi ici, on profite de la radio pour dénoncer aussi l'attitude de la justice et de l'État. Certains prisonniers de droit commun ont été libérés et aujourd'hui ils sont livrés à eux-mêmes. Donc ils ne prennent pas leur billet de retour pour aller en Kanaki. D'ailleurs ce matin en venant de Nîmes, je reçois un message d'un prisonnier qui est sorti, qui aujourd'hui a besoin de pièces pour pouvoir acheter quelque chose pour manger. Donc voilà, c'est ces conditions-là que nous dénonçons, l'attitude de l'État vis-à-vis de nos prisonniers. Donc voilà, le travail, elle se fait avec les collectifs de Solidarité Kanaki. Aujourd'hui, dans Solidarité Kanaki, il y a une 60aine de collectifs qui sont avec nous, mais aussi des hommes qui s'engagent auprès de nous, comme des intellectuels, comme des politiques. Et c'est cette force de solidarité qui nous permet de donner une visibilité de toutes ces informations. Donc on remercie aussi le représentant de l'EFI qui était là tout à l'heure, parce que c'est grâce aussi aux démarches à la tournée avec notre sénateur Robert Rouy qui nous a permis d'identifier nos prisonniers dans les Kanaks dans les prisons, parce que l'État ne nous donne pas la liste exacte des gens qui ont été déportés. Donc ces 60 personnes, c'est un long travail que chacun de son côté a pu le mener pour identifier chaque jeune. Donc là, on a identifié 60, mais on pense qu'il y a plus, parce que les derniers, ça a été en début d'année, on a retrouvé encore 2, mais on pense que la liste est encore longue et le travail va continuer pour accompagner ces jeunes et puis nos prisonniers politiques. Parce que le temps, je pense que on s'inscrit dans un temps long. Donc il faut les accompagner et puis pouvoir les ramener. Merci. Merci, Président. En parlant de solidarité, vous l'avez vu en rentrant dans l'espace, ici au pôle 22 bis,
il y a une caisse de solidarité pour les prisonniers parce que dans la stratégie de pourrissement de l'État, le temps et surtout dans les procédures judiciaires, c'est aussi beaucoup de frais. Donc voilà, il y a aussi des cagnottes en ligne, vous pouvez les retrouver via les réseaux, le collectif Solidarité Kanaki notamment et d'autres, et on vous relaiera les infos. C'est vrai que c'est un combat qui est difficile, notamment voilà, pour dire aussi sur les déportations, parce que là vous l'avez bien rappelé, c'est sur la qualification des déportations. Je veux juste rappeler aussi que les prisonniers de la CCAT dont Frédéric Mouliava fait partie sont toujours présumés innocents. Ils sont retenus ici sans jugement. Le jugement arrivera après. Et c'est ça aussi qui est, pour nous en tous les cas, une caractéristique du fait colonial qui continue sous d'autres formes, et c'est important de le dire ici. Il y a eu au pays, pendant cette période, une censure de TikTok, un réseau social. C'est la première fois dans la République française, depuis que les réseaux sociaux existent, donc pendant une dizaine, quinzaine de jours. La décision d'annulation est arrivée il y a un peu plus d'un mois maintenant par le Conseil d'État. Mais dans sa décision d'annuler la décision qui a été prise d'interdire TikTok, il donnait aussi le mode d'emploi, en fait, pour pouvoir l'interdire plus tard, et notamment ici, en France et ailleurs. Comment... eh bien, je ne sais pas, Hamid, comment vous l'avez vécu de l'intérieur, et puis surtout parce que les réseaux sociaux sont les réseaux des jeunes. D'ailleurs, nous, on a pu suivre aussi, avoir des infos, même ceux qui n'avaient pas TikTok, de voir circuler les informations TikTok. Quel rôle ont joué ces réseaux sociaux, notamment TikTok, dans la lutte d'information face au discours dominant ? C'est un réseau qui est utilisé effectivement par ces populations. Et comme on était un peu confinés par les couvre-feux, c'est certains jeunes qui m'ont montré des images, notamment ces jeunes adolescents qui ont été tués. Donc, curieusement, on ne parle pas des auteurs de ces crimes. Ces images ont circulé par les réseaux sociaux et c'est grâce à ces circulations d'informations qu'on a pu avoir accès à direct à les exactions qui ont été commises par les auteurs de ces crimes qui étaient surarmés. Je voudrais féliciter aussi le travail qui a été fait par les intellectuels comme Benoît Trépied, Isabelle Merle et d'autres, qui effectivement ont fait irruption dans les propagandes médiatiques pour apporter des éléments d'information un peu plus précis et rigoureux que les délires paranoïaques qu'on a pu entendre, le racisme anti-blanc ou de je ne sais plus trop quoi. Et c'était, il faudrait décrire de manière comique, quand j'ai vu tous ces journalistes. Ah, on a une petite coupure, c'est le direct, c'est en vivant. Il est exactement 1h15 du matin. Voilà, donc ça explique aussi, Hamid dit, il s'est réveillé en pleine nuit, demain il fait une intervention à la tribu à Gossana et Yahi, en plus on est à 17 000 km, c'est les aléas du direct, mais voilà. Hamid, vous nous entendez ? Il va revenir peut-être. Oui, je vous entends très bien. Ah ben voilà. Non, j'étais en train de dire que le travail qu'ont fait les chercheurs experts de la mécanique est remarquable, pour au moins avoir mis les pendules à l'heure et préciser un certain nombre de choses contre l'invasion des mots d'ordre de la propagande médiatique. Oui, je suis à Gossana, d'ailleurs j'en profite pour saluer Juan, je suis chez lui, là, dans sa tribu. Et dans quelques heures, on va faire la commémoration de ce qui s'est passé en 88 et 89. Et donc, il y a une fracture numérique. Là, je consomme mon crédit de 3G parce que nous sommes dans une économie capitaliste et on n'a pas les mêmes conforts matériels que vous en France. On le mettra à la charge et on le mettra dans le prochain accord. C'est juste un détail. Puis il y a des touristes bretons qui dorment à côté. Non, voilà, ce que je voulais dire, c'est que
oui, il y a une inégalité de traitement dans le médiatique, mais aussi le judiciaire, parce que les 3 B, là, Blaise, Brial et Baquès, se sont pas dérangés pour faire des grandes forteresses sur les quartiers riches, avec ce qu'ils appellent les comités de voisins vigilants. Eux, ils n'avaient aucun problème d'occuper l'espace public et de barricader, alors que les barrages filtrants, eux, n'avaient pas le même traitement au niveau des forces de l'ordre. Je rappelle quand même que ces 3 personnes ont agressé un Kanak qu'ils ont pris pour un manque de peau, c'était un policier en civil qui se baladait dans les quartiers sud. Ils l'ont coursé avec des 4x4, et il y avait Brial dedans, qui est un élu provincial. Et ce Kanak en question a fait appel à ses collègues, les policiers qui sont arrivés, qui ont interpellé Brial et compagnie, et qui n'ont rien eu. Hein. Ils peuvent se permettre aussi de faire la pression sur le tribunal, pour mettre la pression au niveau de leurs décisions. Ils n'ont jamais rien eu. Et ce qui m'étonne, on stigmatise toujours les militants de la CCAT, les jeunes qui sont emprisonnés, mais les auteurs de ces crimes et puis des délits, ils n'ont rien. Et on revoit les mêmes personnes. Je rappelle quand même qu'en France, quand on prononce des termes appelant à la haine raciste et à la violence, c'est un délit. Quand on voit Mme Baquès dire « on va foutre le bordel », et puis après, quelques jours plus tard, son vœu se réalise avec une totale irresponsabilité politique, et puis elle se balade encore comme si de rien n'était. Quand on voit Mesdorf agresser un ministre d'État, en l'occurrence Manuel Valls, et bafouant même le respect des commémorations d'un gendarme qui s'est fait tuer du côté de Boulari, qui ont indigné les familles, qui instrumentalise complètement cette commémoration pour faire passer son délire racial et agressant un ministre d'État, on peut se poser des questions sur le sens des responsabilités politiques de ceux qui sont censés représenter les populations calédoniennes. Ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'il y a, je veux dire, les gens voient ça ici. Hein. Et, il y a tout un ensemble de micmacs au niveau du traitement médiatique et judiciaire, donc, qui a été dit par d'autres que moi. Effectivement, on est dans la continuité d'un processus de recolonisation. Merci Hamid. Merci. On a beaucoup parlé de violence et on peut avoir l'impression que le vivre ensemble a été achevé pendant les événements de mai 2024 et pourtant on a pu voir des mouvements de solidarité émerger du côté des citoyens à travers des dons, de l'entraide et des associations. Kwanene Wea et Frédéric Mouliava, comment vous vivez cette forme de décalage entre l'unité que l'on peut voir au sein de la population et la division qui se reflète au niveau des élus? Alors je vais commencer par répondre. Il y a 2 sujets en fait dans cette question. D'abord, je voudrais parler du vivre ensemble. Je crois que depuis la 3e consultation référendaire, le 12 décembre 2021, le vivre ensemble, il a clairement commencé à se dégrader. Pourquoi il s'est dégradé? Parce que la raison pour laquelle les indépendantistes avaient demandé le report de cette consultation était liée directement aux pratiques coutumières, aux rituels, au deuil kanak. Et malgré cela, la consultation a été maintenue. Et ce qui s'est passé, c'est, on l'a vécu, c'est qu'on a reçu énormément de mépris de la part des non-indépendantistes. Un mépris qu'on pourrait analysé comme alors soit un manque de connaissances, mais personnellement je ne le crois pas. Je pense que c'est surtout un manque de considération pour les pratiques culturelles kanak. Donc ça a mis beaucoup de difficultés dans le vivre ensemble parce que les rapports entre les gens ont commencé à se cliver. Et effectivement, en 2024, lorsque l'État a tenté de passer en force ce dégel du corps électoral, en fait, ça n'a fait qu'empirer les choses. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport au vivre ensemble. Aujourd'hui, depuis mai 2024, effectivement, on note une solidarité entre les gens parce que du fait des conséquences sociales, c'est vraiment la galère au pays en ce moment.
Donc au niveau des logements, au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, qui se sont fait expulser de leur logement, qui n'ont plus rien à manger, les familles, les problématiques de cantine, etc., tout ce qu'on a pu voir dans la presse. Donc j'ai envie de dire que, au-delà de ce pourquoi nous militons, nous sommes avant tout des êtres humains. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est ça qui fait cette solidarité sur le terrain entre les gens en ce moment. Pourquoi il y a un décalage avec les élus ? Eh bien, en fait, les élus sont dans des postures politiques depuis de trop nombreuses années. Et ça ce n'est pas bon pour la démocratie. Et là, je vise vraiment les élus qui sont toujours en train de nous donner des leçons de démocratie quand ça les arrange. Parce que quand on est un élu du peuple, une fois qu'on est élu, on est serviteur du peuple. On n'est pas un élu de ses électeurs. Et c'est ça, en fait, qui se passe dans notre pays. C'est que les non-indépendantistes font trop de surenchères, sont dans des postures, font énormément de provocations. On en parlait encore tout à l'heure, là, sur l'histoire du drapeau, là, sur le permis de conduire. Est-ce qu'aujourd'hui, la Kanaki Nouvelle-Calédonie a besoin de ça? Non. Clairement, la réponse est non. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la question. Merci. Merci beaucoup. Wenenewea, est-ce que vous voulez compléter? D'accord, merci. Dernière question, Céleste, parce que le temps file et on arrive à la fin de cette thématique. Oui, Hamid Mokadem, vous avez eu récemment une interview dans NC La Première dans laquelle vous aviez dit que la culture, l'histoire et la littérature peuvent avoir un triple rôle. Ils peuvent sublimer, éclairer et produire des rapports sociaux. Cela fait un peu plus de 30 ans que la Kanaki Nouvelle-Calédonie peine à construire un projet de société qui rassemble. Depuis votre point de vue de philosophe, quels conseils donneriez-vous aux jeunes des années 90-2000, mais aussi aux aînés qui ont vécu les années 80, pour mûrir leurs réflexions? Moi, ce que je voulais dire par là, dans l'extrait d'interview, c'est que malgré les misères, malgré les violences et les répressions, le peuple kanak et une partie du peuple caldoche ont un sens de civilité et de l'humour. Parce que c'est vrai qu'on décrit ça de manière pessimiste, et c'est vrai que c'est dur, mais il y a un humour kanak qui est lié à une culture, qui est lié à une dérision du rapport social, aux histoires, aux récits, qui cultivent complètement la culture. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, je travaille beaucoup, et je vais peut-être arrêter de travailler là-dessus, je vais laisser la place à d'autres. Hein. Je travaillais sur des figures politiques comme Jean-Marie Djibaou, Yewene, Djoubeliwea, Edouard Machoro et d'autres. Mais ce qui me fascine chez eux, c'est leur production culturelle de souveraineté. Ils ont une conception kanak de la souveraineté qu'ils essayent d'articuler avec la mondialisation des modèles politiques. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est la production culturelle du rapport social. Par ailleurs, il y a pas mal de relèves qui se sont faites au niveau des œuvres littéraires, des œuvres picturales et visuelles et autres, qui ne sont pas minces. Elles permettent à une société de se regarder à travers elle-même à autre chose que des rapports de force physique et brutaux. Une pièce de Pierre Gott ou un air de musique Kaleka, c'est pas mince quand même. Et ce que j'avais essayé de dire, c'est qu'il y a pas mal de jeunes qui ont des potentialités créatrices, qu'elles soient scientifiques, esthétiques ou autres, voire même sportives, hein, et que ce n'est pas suffisamment encadré. Moi, je connais des jeunes docteurs kanak en biologie qui sont obligés de se rabattre pour pouvoir vivre sur des tâches subalternes, alors qu'il était question que cette matière grise serve à la croissance et à la construction de la souveraineté future. Et quand je parlais de culture, c'est au sens puissant du dit que l'ignorance crasse
que certains colons démodés, caldoches, pas tous, mais certains colons démodés caldoches, qui se sont assis sur les rituels de deuil qui existent dans le monde océanien et kanak, notamment ce troisième référendum, ça prouve leur côté inculte. Quand on voit un Mesdorf qui joue les cow-boys avec son chapeau puis son lasso pour jouer le patrimoine, je ne sais pas trop quoi, à l'Assemblée nationale, et le pire c'est que ça marche. Enfin non, je ne pense pas que ça doit marcher, les gens doivent rire. On en voit se poser sur leur degré d'inculture et un culte qui explique ce degré zéro du rapport social qui existe. Je voudrais ajouter une dernière chose, si vous permettez, c'est que moi j'ai circulé en scooter de mai à juillet, donc je voyais les différents quartiers sociaux, et quand j'écrivais le terme de blanc, ce n'est pas au niveau de la couleur de peau, c'est au niveau du comportement tel que le décrit Artaud ou Frantz Fanon. Il y a des blancs de couleur de peau qui étaient dans les rapports sociaux croisés avec les Kanaks. Et cette solidarité s'explique par le fait que, bien sûr, il y a le mot d'ordre de vivre ensemble qui a été un mot d'ordre artificiel, qui a fait le profit d'une certaine caste, mais il y a quand même aussi du réel, qui est de l'ordre de la culture, du rapport social à l'autre. Il y a des gens qui coexistent les uns avec les autres. Et même au pire des événements, c'est surtout dans les quartiers, dans les bastions sud, où régnait cette psychose de l'assiégé, où vivait un racisme larvé. Si vous allez en Brousse, du côté de Bourail, du côté de Nord, ou même dans les quartiers populaires, je ne dis pas que c'était idéal, mais il y avait quand même une forme de rapports sociaux entrecroisés. Et pour en revenir à la question qui a été posée, le philosophe que je m'efforce d'être dit, en dernière instance, il faut que la culture soit là, la musique, le sport, les sciences, etc. Et relever par le haut, et rejoindre ce mot que tout le monde cite, mais que personne ne pratique, prononcé par Jean-Marie Tjibaou, le pari politique sur l'intelligence. Merci. Et je rejoins ce qui a été dit, la classe politique n'en fait pas beaucoup preuve. Comme le disait le grand philosophe Coluche, quand on interroge les gens comme les universitaires, les politiques qui vendent de l'intelligence, on ne voit pas beaucoup d'échantillons sur eux. Merci Hamid Mokadem en direct de Gossana Kanaki. On le rappelle, il est 1h30. Merci d'avoir passé cette heure avec nous en direct sur Radio Campus Clermont. Vous l'avez dit. Merci Hamid. La culture, ça tombe bien. La culture, on est en plein dedans. On va faire une pause, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est 15 minutes de pause, direction le nord de la Grande Terre, mais on fait un voyage dans le temps aussi, quelque part dans les années 90. Kaneka, c'est le style, One, c'est le groupe, Abat la justice coloniale, c'est le morceau. Et juste après, il y aura un message de Christian Bichou, T1. On se retrouve dans 15 minutes. Profitons d'une pause pour faire un tour en Kanaki.